Quel bonheur ce sera, écrivait-il à Clé, quand cette effrayante époque sera passée. Que viendra-t-il après? Un grand déchaînement, je crois, des forces les plus pures, qui mènera aussi à la fraternisation. Également donc, un grand épanouissement de l'art, qui maintenant doit rester caché dans des coins obscurs. Fin de citation. Dans ces grands traits, l'interprétation de la guerre par les intellectuels et les artistes gravitant autour de Diaxion ne différait pas de celle de Kandinsky. On refusait de servir la patrie en tant que soldat. On faisait la guerre à la guerre par ses écrits. On transgressait continuellement la censure, mais on espérait que l'avènement tant attendu de la communauté socialiste serait accéléré par cette guerre haïe, comme si l'immense impatience de ses auteurs trouvaient malgré eux un complice redouté de la guerre en tant que catalyseur. Aux yeux des socialistes antimatérialistes de Diaxion, comme à ceux de Kandinsky, la guerre constituait donc une douleur messianique, acte de l'antéchrist, le capital, le nationalisme, etc. Elle devenait par là même l'annonce du royaume paisible de Milan. Il n'est pas moins vrai que ces intellectuels et artistes étaient impatients de jouer le rôle de guide, de sorte que l'anticipation du monde nouveau venait conforter leurs projets. Ainsi, l'idée d'une avant-garde intellectuelle pacifiste, opposée à l'avant-garde militaire, était-elle très présente dans Diaxion et les revues qui lui furent apparentées pendant la guerre. Franz Marc a blâmé son ancien complice Kandinsky pour le perspectivisme de sa réaction à la guerre. À sa posture du filtrage, de la médiation, il opposait sa propre participation entière et immédiate. Mais est-ce que Franz Marc pouvait-il vivre pour autant dans cette guerre, comme il affirmait? L'immédiateté de la guerre était tout autre que celle qu'il présentait dans ses dessins du front et dans ses écrits. Vivant bien plutôt sa propre guerre, Franz Marc profitait sans doute de son expérience préalable de peintre expressionniste. Je cite Franz Marc. Dès le premier instant de la guerre, l'ensemble de mes réflexions s'était concentré sur la tentative d'isoler du vacarme de Ferland l'esprit de ces moments. Je me bouchais les oreilles et cherchais à voir par derrière les fantômes de la guerre. Les penseurs fuient le visage des choses puisqu'elles ne sont jamais ce qu'elles paraissent être. Fin de citation. Si la guerre ne faisait pas de Marc un naturaliste, c'est parce qu'il parvenait à se détacher des événements et des actions qui la composaient concrètement, à faire abstraction de ses motifs matérialistes pour vivre en empathie avec son sens caché. Détaché de l'histoire impressionniste, événementielle ou matérialiste, le peintre expressionniste pouvait vivre en pleine empathie avec sa propre philosophie de l'histoire et sa propre religion. Passablement dématérialisée grâce à la technique, la guerre permettait à Marc de traverser ses apparences et se laisser transfigurer. Je cite Marc, « En tout cas, la guerre ne fait pas de moi un naturaliste, au contraire, je sens l'esprit qui plane si fortement au-dessus des batailles, l'esprit omniprésent derrière chaque balle tirée, que le réel, le matériel disparaît tout à fait. Les batailles, les blessures, tous les mouvements produisent un tel effet de mysticisme, d'irréalité, comme s'ils signifiaient tout autre chose que ce que disent leurs noms. » Ainsi, le peintre reconnaissait l'anticipation de la guerre dans son Destin d'animaux de 1913. De même, sa perception irréelle ou abstraite de la guerre était saisie dans ses dessins du front. Ces deux dessins appelés Streit, conflit, celui-ci et celui-ci, ainsi qu'un troisième intitulé
Zauberermoment, donc au moment magique, tous des compositions centrifuges, exprimaient cette transfiguration ou sublimation de l'explosion matérielle, transformée en l'éclatement extatique du monde des apparences. Toute lecture mystique de la guerre fonctionne comme une parabole chrétienne. Elle présuppose la dissociation entre l'apparence et l'essence, entre le dit et le sens. Jan Patočka faisait la part entre ce qu'il appelait le mobile diurne de la guerre et l'expérience sublime qu'elle offrait à ceux qui savaient accéder à son sens métaphysique. S'appuyant sur les récits mystiques dans Ernest Junger ou dans Teilhard de Chardin, Patočka affirmait: les mobiles diurnes qui ont suscité la volonté de guerre se consument dans les brasiers du front, dès lors que l'expérience du front s'avère assez profonde pour ne pas succomber à nouveau aux forces du jour. Toute quotidienneté, toute image de la vie à venir pâlit face à ce sommet nu sur lequel l'homme s'est maintenant placé. Fin de citation. Franz Marc ne faisait pas de description de bataille dans ses lettres. Son monde intérieur avait remplacé bel et bien la réalité partagée avec ses semblables. Il importait très peu de savoir quel était le sentiment que la réalité partagée suscitait à ses camarades, car, en bon idéaliste, il était convaincu que les hommes exécutaient les volontés de l'histoire telles des automates. Seul éveillé au milieu des somnabules, l'artiste lucide qu'était Franz Marc voyait ainsi dans la guerre tantôt le tribunal de l'histoire et tantôt une opération chirurgicale nécessaire. Dans les deux cas, il s'agissait de couper de manière radicale le temps et avec lui les idées, les actes nuisibles ou superflus qu'il comportait. Depuis Schiller et Hegel, la métaphore du tribunal, qui sécularisait le jugement dernier, était bien ancrée dans la pensée occidentale. Jugeant selon le sens caché de la guerre, le tribunal de Franz Marc trouvait désormais que les batailles acharnées qu'il avait menées avec ses amis avant la guerre étaient prématurées, volontaristes, subjectives. Rejetant toute manifestation décalée, qu'elle soit d'avant-garde ou d'arrière-garde, Franz Marc pouvait rêver qu'après la guerre, peuple et artistes deviendraient enfin synchrones. Quand la guerre devenait chirurgienne, elle était censée couper les membres malades de l'Europe qui ne correspondaient pas forcément aux entités circonscrites par les frontières géographiques, même s'il est incontestable que Franz Marc reconnaissait une vigueur spirituelle singulière à l'Allemagne, son propre pays. Mais la guerre avait en outre, comme cela est souvent le cas, des traits magiques. En magicienne, la guerre exorcisait les excès par les excès. La prodigalité de la destruction, la dépense sacrificielle, évoquée souvent par Marc dans ses écrits, n'était pas seulement symétrique à l'accumulation civilisationnelle qu'il avait combattue avec ardeur, mais il touchait aussi mystérieusement au cœur même de la nature secrète. Je cite Marc, la nature ne fait pas de calcul d'épicier. Autrement dit, la générosité sacrificielle allait à l'encontre de l'exploitation utilitariste de la nature, de même qu'elle allait à l'encontre de l'esprit étriqué et mesquin de la bourgeoisie. Franz Marc avait investi en somme toutes ses ressources d'empathie sur la guerre abstraite, au point que son décalage temporel, sa non-contemporanéité avec ses contemporains, pour parler avec Ernest Bloch, se rétrécissait de plus en plus jusqu'à s'absorber complètement. Quand Franz Marc était au front, le futur prenait tout simplement la place du présent. Et ce présent s'était si détaché, si affranchi des contradictions et des tensions de la vie, qu'il en parlait comme d'une intemporalité indienne.